Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Pierre Sage, notre coach. Un article de l'équipe aujourd'hui lui consacre une pleine page pour nous décrire un petit peu la situation délicate dans laquelle il est. Vous voyez sur la vignette, les orages approchent. Puisque la grogne commence à monter, que ce soit au niveau de certains supporters, au niveau des joueurs, mais encore plus important, au niveau de la direction. C'est Hugo Guimet qui a rédigé cet article avec la collaboration de Siani Dalmat, vous le savez, qui suit désormais l'OL. C'est d'ailleurs elle qui était en conférence de presse pour poser les questions à Pierre Sage lors de la dernière conférence. Hugo Guimet et donc Siani nous dit « Tous ceux qui ont croisé Pierre Sage lundi l'ont décrit comme un homme assommé par la défaite contre l'OM. Le technicien ne comprend pas comment, après un tel match, on peut repartir avec 0 points. » La situation, évidemment, est inédite pour elle, puisque vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans le reportage sur l'équipe TV hier soir qui a suivi le club lors de notre remontada de la saison passée. Donc évidemment, Pierre Sage finissait cette saison tout auréolé de succès absolument incroyable, une saison historique du jamais vu. 7 points après 14 journées et vous finissez européen, un truc de malade, plus finaliste de la Coupe de France. Donc évidemment, tout souriait pour Pierre Sage et il se retrouve finalement pour la première fois confronté à deux énormes problèmes. Une crise de résultats, parce que le fond du match, les XG, c'est très bien, mais au final, c'est 0 points. Et aussi, une gestion du vestiaire qui n'est pas simple du tout. On nous dit dans l'équipe que dans les hautes sphères du club, on pense unanimement que si on rejouait 100 fois ce match, on le gagnerait 99 fois. Personnellement, je suis toujours fasciné par ce foot fiction. Mais enfin bon... en tout cas, c'est la conviction des hautes sphères du club et donc pour le moment, Pierre Sage, on va dire, n'est pas pleinement menacé. Un proche du club souffle, je lis l'article, il y a eu 10 occasions franches, dont 4 face-à-face avec le gardien, une barre, un pénalty manqué. Si au moins l'une d'entre elles était rentrée, on ne serait pas en train de parler de ça aujourd'hui et on dirait au contraire que l'OL est lancé. Oui, mais... au classement, il n'y a que les points qui comptent et pour le moment, on est 14e à 9 points du podium et avec une différence de but absolument horrible, donc quasiment 10 points de retard d'ores et déjà sur le podium. L'équipe reprend après avoir stabilisé les résultats. Le système en 3-5-2 semble déjà avoir vécu car il manque de panache et laisse trop de joueurs offensifs sur le banc au coup d'envoi. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai pointé lors de mon débrief, ce que j'ai pointé pendant le live. À la mi-temps, je disais, ok pour le 3-5-2, mais si on n'arrive pas à marquer, il va falloir envoyer plus de joueurs offensifs. À la mi-temps, on a raté le penalty avec la Casette et donc on est à 0-0. Il se trouve que le but de Khaled-Tchar arrive finalement assez tôt en deuxième mi-temps. On est toujours en 3-5-2, donc finalement... Pierre Sage se dit, finalement, ce 3-5-2, il crée des occasions, il n'y a pas de raison de changer. Moi, je n'avais pas cette vision-là, puisque je pense qu'il fallait enfoncer le clou, faire rentrer Fofana beaucoup plus tôt, etc., etc. Vous allez me dire, mais toi, tu es un petit YouTuber qui, par parenthèse, approche des 4000 abonnés, les amis. Mais tu es un petit YouTuber, ta parole n'a aucun intérêt, tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors oui, c'est vrai, ma parole ne vaut rien. Auprès de Pierre Sage, ça c'est une certitude, mais ce que vous allez voir dans l'article, c'est que on nous dit ce 3-5-2 manque de panache, on laisse trop de joueurs offensifs sur le banc au coup d'envoi, donc il faudrait peut-être commencer avec des ailiers, ce qui ne plaît pas à John Textor, qui l'a déjà fait savoir à son département sportif. C'est-à-dire que là, vous avez le propriétaire qui a pris son téléphone, ou alors il est peut-être à Lyon, je ne sais pas, et qui est allé voir les mecs en leur disant « Mais vous me cassez les pieds avec votre 3-5-2, on a plein d'ailiers, ils ne jouent pas, ou alors 10 minutes, c'est pas possible, je veux les voir dès le début du match. » Donc vous voyez que John Textor non seulement se mêle du mercato, mais en plus, il se mêle de la tactique. Alors,
Il se trouve, et croyez-moi, ça me coûte de le dire, que pour le coup, je suis totalement d'accord avec lui. On doit revenir en 4-3-3 ou en 4-1-4-1, comme vous voulez. D'ailleurs, je pense que ce sera le système de jeu qui sera choisi lors des prochains matchs. Il faut dire aussi qu'on joue des équipes moins fortes, parce que la vérité, c'est qu'on a joué 3 des 4 premiers du championnat. En plus, on perd nos 2 premiers matchs, donc je peux comprendre que Pierre Sage ait été un petit peu frileux au début des matchs. Mais vu le scénario du match contre Marseille, pour moi, il devait être beaucoup plus conquérant, faire rentrer de la jeunesse, fatiguer les défenseurs marseillais en mettant des mecs rapides dans les couloirs. D'ailleurs, ce que je note, c'est que l'année dernière, on nous a fait l'article pour protéger Nuama en disant « Ah, Nuama, il fatigue les défenses et c'est les remplaçants qui en profitent. » Et bizarrement, cette maxime, on ne l'applique pas cette saison. Donc moi, je n'y comprends plus rien. Évidemment, dès lors qu'on était en supériorité numérique, il fallait envoyer Fofana et Nuama, là pour le coup vraiment pour fatiguer les défenseurs et avoir des ouvertures à la fin du match. Ça n'a pas été le cas. Donc, Textor, lui, il est pas content. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que lui non plus. La défaite contre l'OM, je reviens à l'article, a mis à jour les premiers doutes de son groupe le concernant. Les joueurs ont senti que leur coach avait peut-être manqué d'ambition en tardant à ajouter des renforts offensifs contre un adversaire en infériorité numérique et sous pression. On peut nous critiquer, nous les youtubeurs, en nous disant « mais vous êtes des incompétents, vous ne comprenez rien, vous n'avez jamais coaché un match en pro. Comment vous permettez-vous de donner votre avis alors qu'on a des professionnels en face de nous, des coachs et compagnie ?» Mais on a des yeux, on a quand même un petit peu de cerveau, et effectivement, nous aussi, comme John Textor et comme les joueurs, on est peut-être tous des crétins, peut-être que tous les joueurs sont des crétins, peut-être que Textor est un crétin, peut-être que les youtubeurs sont des crétins, tout du moins ceux qui pensent qu'on aurait dû faire des changements plus tôt. Mais en tout cas, celui qui a le pouvoir, c'est Textor, et lui, il pense comme ça. Donc évidemment, comme les joueurs pensent comme lui, ça commence un petit peu à sentir le roussi pour Pierre Sage s'il reste, on va dire, aussi prudent. Il faut y aller, on est l'Olympique Lyonnais, on doit aller chercher nos victoires. On ne peut pas se permettre de toujours protéger le petit pécule qu'on a. Comme notre point en début de match à Lens, on a protégé notre petit point du 0-0 et on est content. Là, on avait notre petit 1-0, on a voulu protéger notre petit 1-0 et au final, on finit avec 0 points. Donc, ce n'est pas une bonne attitude et en plus, je pense que cette mentalité un peu de gagne petit se reflète sur les joueurs. Je renvoie à ce qu'avait dit Maitland-Niles à la fin du match. Ryan Cherki a été le seul à laisser éclater sa frustration au coup de sifflet final. On ne fait que reculer. Normalement, ça finit à 4 ou 5-0. A-t-il notamment lâché? Son analyse à chaud était plutôt partagée par le reste du vestiaire, qui devra aussi changer d'état d'esprit. Alors là, vous allez voir, les amis, qu'on entre dans des trucs qui, nous, en tant que supporters, ne peuvent que nous révulser. Donc, si vous êtes en train de manger, les amis, faites attention parce que vous risquez de tout rejeter par la bouche ou par d'autres orifices, puisque Hugo Guillemette nous dit « Durant la semaine ou en match, certaines attitudes interrogent. Saïd Benrahma vit mal son déclassement et ne le cache pas. Ce serait bien que nos amis de l'équipe soient plus précis. Mais on peut penser qu'il n'arrête pas de râler. Et bon, il a peut-être des potes dans l'équipe, donc vous savez comment ça se passe. L'investissement de Georges Mikotadze déçoit. Pendant que Wilfried Zaha est loin de se faire mal pendant les séances. Quand j'avais fait la vidéo sur Zaha en disant qu'il était cramé, les journalistes qui avaient fait l'article disaient qu'il ne défendait plus, qu'il faisait aucun effort défensif. Et vous le voyez, même à l'OL, il ne fout rien. Zaha, il est rincé, il est cramé, et s'il joue un jour, c'est uniquement parce que c'est le petit protégé de Monsieur Textor. Donc là aussi, des problèmes à venir
dans le vestiaire. Jusque-là conciliant avec ses cadres afin de ne pas perdre son vestiaire, Pierre Sage sera aussi attendu sur ses prochains choix d'hommes, au milieu et en attaque. On comprend bien que Matic commence à agacer, idem pour Cacré, idem sans doute aussi pour Lacazette. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Fabio Grosso qui s'est un petit peu opposé, enfin même beaucoup, à Lacazette. Donc attention Pierre Sage, là il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile du tout. Par ses dirigeants, donc Pierre Sage est attendu sur ses choix d'hommes par ses dirigeants, mais surtout par son groupe qui doit remettre sur les rails. Son avenir personnel en dépend. Donc vous voyez, le numéro d'équilibriste pour Pierre Sage, il est vraiment pas facile. Il doit à la fois être autoritaire et sanctionner les joueurs qui ne sont pas bons, mais attention, parce que certains ont plus de pouvoir que d'autres dans le vestiaire. Donc s'il s'attaque à certains, il risque de le prendre en boomerang. Une situation vraiment pourrie, et ça ne change pas d'année en année, de mercato en mercato, de coach en coach. Ça ne change pas. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et je pense que le départ de David Friot, alors ok, peut-être il s'est planté sur le mercato et notamment sur les départs de joueurs, mais je pense que sa présence au quotidien, d'ailleurs on remarque aussi que le club filait beaucoup plus droit depuis son arrivée d'ailleurs, au mois de décembre. Et là finalement, personne ne représente l'autorité. On voyait que Prud'homme, c'est un peu le géo, le gentil organisateur. Pierre Sage, c'est pas le gars qui dégage le plus d'autoritarisme qui soit. Et évidemment, Textor, il est là-bas, à Botafogo, aux États-Unis. Bon, de temps en temps, il fait un tour à Molenbeek. Mais bref, il n'est pas là au quotidien. Et je pense malheureusement qu'on a des joueurs qui ne sont pas suffisamment pros pour qu'on ne soit pas sur leur dos au quotidien, à leur foutre des coups de pied au cul, à leur dire ce qu'ils doivent bouffer, parce que sinon, ils ne sont pas contents. Bref, on a vraiment une équipe de Kekos, et c'est très difficile pour Pierre Sage de gérer ces mecs-là. L'équipe nous en apprend aussi un peu plus sur le plan de licenciement qui est prévu, puisqu'on nous dit le nombre de salariés à l'Olympique Lyonnais est quasiment au même niveau qu'au Paris Saint-Germain. 73 postes pourraient être supprimés et 20 personnes pourraient changer d'affectation pour ramener les effectifs aux alentours de 500 salariés. On nous apprend que le directeur général de l'OL, Laurent Prud'homme, a présenté hier ce projet aux salariés en rappelant que sur les 5 dernières années, l'OL avait perdu plus de 300 millions, plus que ce club a généré comme bénéfice depuis sa création en 1950. Bon, ça, c'est pas très classe de dire ça, mais enfin bon, les salariés, eux, ils y sont pour rien, hein. Il a aussi évoqué l'absence de participation à la Ligue des Champions depuis 2020 pour un club dont le modèle économique moderne est bâti pour disputer l'épreuve reine chaque saison ou presque. Je rappelle que quand John Textor avait dit en juin 2023 qu'il n'allait pas vendre de joueurs, qu'il fallait arrêter de vendre nos meilleurs joueurs, et que j'avais dit, mais si, t'es obligé de vendre des joueurs, le budget te le commande. Il manque 200 millions dans les caisses tous les ans. Si tu ne fais pas 100 millions de ventes et que tu ne fais pas la Ligue des Champions, ton budget n'est pas équilibré. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé l'année qui vient de se passer. Pas de Coupe d'Europe. On a vendu pour 100 millions de joueurs et on a vendu pour 150 à 200 millions d'actifs pour avoir un budget équilibré. Donc évidemment, c'est la réalité. C'est terrible pour les gens qui vont perdre leur poste. On espère pour eux qu'ils vont retrouver peut-être un emploi à l'Arena. Ils n'auront pas beaucoup de distance à faire. Mais malheureusement, l'OL vit au-dessus de ses moyens depuis des années. Alors, il y a les salariés, mais il y a aussi évidemment les joueurs. Il y a des contrats, il faut les respecter. Et 2025, ce sera l'occasion de faire un grand ménage là-dedans, parce qu'il y a vraiment un grand ménage à faire. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous exprimer dans les commentaires, vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.